Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur le Crossman, le podcast français 100% MX. Ça y est, nouvelle semaine et nouvel épisode. Comme d'habitude, cette semaine, il y aura sûrement 2 épisodes. C'est la surprise de la semaine. On est heureux toujours de faire ces épisodes. Et on est heureux aussi que vous soyez de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je reçois des commentaires sur les réseaux sociaux. Surtout, continuez comme ça. On avance, on ne sait pas où ça va nous mener. Pour ça, abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en autour de vous. On ne sait pas où ça va nous mener. On est bien lancé. Le podcast lancé en septembre 2022 prend du galon. Merci à vous. Comme je l'ai dit, cette semaine, on attaque par un épisode après course sur le SX US de East Rutherford, le SX de New York. On s'est régalé, c'était vraiment une course extraordinaire. Je m'attendais pas à ça. Plein de choses à analyser. Épisode solo encore cette semaine. J'espère que vous aimez ça. Plein de choses à décrypter avec des rebondissements. Le SX de New York n'a pas déçu. Merci à tous et merci aussi aux sponsors que sont Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité, voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. On continue comme d'habitude les sponsors avec Omoto, le site d'accessoires, de pièces et d'équipements MX Enduro et Route qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site omoto, oh-moto.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. Merci aux sponsors de suivre toujours autant ce podcast. On va attaquer l'analyse du SX US de East Rutherford. Vraiment, comme je l'ai dit, une épreuve assez inattendue. New York, la hometown race, voilà, la course à la maison de Justin Barcia. On verra si cela a porté ses fruits. Je pense que Jérémy Duclos a pas dû dormir. Si vous connaissez les épisodes et vous connaissez le résultat de ce soir, on en parlera après. À mon avis, il n'a pas dû dormir de la nuit. Il devait être comme un fou. Stade ouvert, donc dans le MetLife Stadium de New York. Stade ouvert, qui dit stade ouvert dit éventuellement propice à des chutes d'eau de type pluie. On verra après que justement sur cette épreuve, ça a joué pas mal. Quatrième, les 4 dernières épreuves de la fin. 6 points séparés. Cooper Webb, Hailey Tomac en 450. Le championnat est très serré. Cette épreuve de New York était aussi marquée par le East-West Showdown. On avait des interrogations à qui des frères Lawrence allait s'imposer l'un par rapport à l'autre. Est-ce que c'est Jet qui allait passer devant Hunter ou le contraire? Lequel est le meilleur? Ça, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. C'est vrai que Jet a la hype avec lui, mais il ne faut pas non plus dénigrer le talent d'Hunter, qui est aussi très bon. Ils ont un style quand même un tout petit peu différent, mais ils roulent très propre tous les deux. Qui va s'imposer sur cette épreuve de New York? On le verra après dans l'analyse du 250 Main Event. Et comme je l'ai dit aussi, ce SX de New York était menacé par la météo. Ils l'ont dit depuis le début de la journée. Gros orages et grosses pluies qui pouvaient arriver dans la soirée. On ne sait pas où la soirée allait tenir. Ils ont roulé sur le sec pendant tous les essais. Ils ont roulé sur le sec pendant les
hit les LCQ et ça l'a pas fait après pour les main events. On en parlera après. Terrain très court sur le SX de New York. Ça tournait sous la minute. Donc il y avait une grande différence avec les épreuves précédentes de type Daytona et Atlanta qui roulaient sur des speedways. La terrain vraiment de type stadium, SX serré, avec des enchaînements plus courts qu'à Glendale par exemple, où on sait que vraiment il y a une énorme place sur le terrain. Ici c'était plus serré. Lap time assez court et surtout le début de la journée a été marqué par plusieurs chutes, notamment la chute de Thomas qui en première séance d'essai chrono, je ne sais pas si vous avez vu sur les highlights, il faisait le premier tour des essais chrono, donc c'est-à-dire à basse vitesse, et il perd la main droite du guidon sur un tout petit enchaînement double. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est que en fait, leur moto enfin, leurs suspensions sont réglées tellement dur que en fait, les motos sont pas faites pour aller à des basses vitesses comme ça et à prendre des compressions comme ça à basse vitesse. Et je pense qu'en fait, ils s'y attendaient pas. La moto s'est mise en butée, mais en butée de vraiment à basse vitesse en fait. Il a l'habitude que ça aille en butée à haute vitesse. Du coup, la butée à basse vitesse, ça fait qu'en fait sa main était peut-être un peu trop relâché. Il a perdu la main droite et il a tapé très très fort le genou dans son guidon. Il est resté au sol quand même un moment et après il a boité pendant un bon nombre de minutes. On pensait vraiment enfin je pensais personnellement vraiment que c'était voilà, une blessure qui allait au moins le gêner et qui allait l'empêcher de faire une bonne place pour le Night Show. On verra que ça a pas été le cas et bravo à lui. Il s'est tout simplement pris un gros choc. Il n'y a rien eu de tordu, rien eu de cassé. Mais vraiment grosse frayeur pour Tomac. Et encore plus grosse frayeur pour Aaron Plessinger qui chute vraiment à très haute vitesse en faisant un seat bounce dans une série d'enchaînements. Voilà, après un virage à gauche, seat bounce, mais à très haute vitesse. Il s'est mis court et en fait, il a un peu trop appuyé enfin, sur l'arrière de la selle ou alors appuyé un peu trop tôt sur l'appel du saut. Ça a propulsé sa moto vers l'avant. Il est passé par devant. Gros crash. Il atterrit plat dos sur la montée du saut d'après en fait. Et il n'a pas pu malheureusement faire la suite de la soirée. Crash également pour Cianciarulo qui chute en rentrant dans Justin Barcia qui avait fait une erreur donc sur un tout petit double. Barcia fait une erreur, Cianciarulo lui rentre dedans, passe par devant, tape la tête et pareil, il ne pourra pas participer à la soirée. On ne connaît pas l'étendue des dégâts mais c'est dommage parce que Cianciarulo voilà, il avait loupé déjà des épreuves plus tôt cette saison. Il retrouvait la forme, il retrouvait des bonnes places au main event. Donc dommage pour Adam Cianciarulo sur la Kawa, qui a signé d'ailleurs l'an prochain, qui roulera toujours sur Kawa aux côtés de qui ça méritera un épisode Silly Season, voilà, pour les transferts croustillants de la saison prochaine. On sait que Kawa a approché Cooper Webb, éventuellement approché chez Sexton. Sexton devrait passer chez KTM, si tout va bien. Voilà, on verra pour la période des transferts. Mais Cianciarulo qui participe pas à la soirée. Avant d'attaquer l'analyse des main events, on revient comme d'habitude. Vous êtes rodés avec ces podcasts après course sur les moments forts des hits. Et les moments forts des hits, j'en ai relevé principalement en 250. Donc, qui dit East-West Showdown dit hit, donc séparé entre l'Est et l'Ouest, une hit Ouest et une hit Est logique. Et après, les 20 meilleurs se retrouvent, les 22 meilleurs se retrouvent sur la piste pour la finale. En 250 hit Ouest, Jet Lawrence qui roule très très stratégique. Alors moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, il a roulé extrêmement prudemment dans cette hit et ça montre quand même une maturité de pilotage de Jet et une intelligence de course quand même hors pair. Et à la fin, il s'est excité. Il a remonté quand il veut. Il partait de super loin. Il a essayé de remonter sur Hampshire et il termine voilà, le virage à droite avant la finish line.
il met du gaz hyper tôt en drift et il termine vraiment juste derrière Hampshire. S'il avait voulu attaquer plus tôt, je pense qu'il l'aurait remonté. Grosse intelligence de course de Jet Lawrence sur cette 250 hit ouest et sur la 250 hit est, donc avec Hunter Lawrence. C'est Shimoda qui retrouve la forme, qui mène la course et qui va défendre sa place contre Hunter Lawrence pendant une bonne partie de la course. Jo Shimoda, donc, qui lui aussi, pour parler encore une fois des transferts, devrait passer chez Honda la saison prochaine, c'est ce que les rumeurs disent. Et là, il gagne de justesse contre Hunter Lawrence. Donc bravo à Joe qui retrouve la forme pour seulement sa deuxième épreuve de la saison, lui qui était blessé pour le début de l'année. Voilà pour les moments forts. 10 minutes que ce podcast a commencé, on va maintenant pouvoir analyser le 250 Main Event enfin. Et comme je l'ai dit, la météo a fait des siennes. Le 250 Main Event allait commencer. Les pilotes étaient devant la grille. Et là, les gars de l'AMA les ont fait rentrer dans les coursives du stade pour risque d'orage. On sait que voilà, quand il y a des orages, on ne peut pas rouler quand il y a de l'orage. C'est dangereux de rouler donc sur la piste. Ils ont fait rentrer aussi les spectateurs à l'intérieur du stade et pas dans les tribunes. Et ça a duré pendant 90 minutes. Heureusement, je ne regardais pas en live, j'ai regardé le replay le matin, j'ai pu avancer. Donc la télé, d'ailleurs, c'était assez marrant. La télé a dû combler tout ça. Donc c'est 90 minutes en retranscrivant l'épreuve de la semaine dernière à Atlanta. Ils ont rediffusé l'épreuve d'Atlanta. Ils ont dû meubler et 90 minutes plus tard, ça commence enfin. L'orage était parti, mais par contre la pluie était bien présente. Ça a tout changé sur la course. Le terrain n'était plus du tout le même. Ils ont fait la hit dans le sec. Et là, en 10 minutes, le terrain était détrempé. Ils s'apprêtaient. Voilà, ça allait être un mudder, cette course. Pleine de boue. Ça allait être assez excitant. La boue était assez liquide. Je m'attendais à ce que la boue soit vraiment lourde et collante. Et heureusement pour eux, la boue était assez liquide. Et ils ont fait partir les 250 main event sans tour de reconnaissance, sans sight lap. Et là, ça devait être très très compliqué pour les pilotes. Déjà de faire un bon départ, parce que le bon départ dans la boue, c'est vraiment absolument important pour ne pas pourrir son masque et utiliser tout son roll-off direct. Hyper important, et surtout quels enchaînements ils pouvaient aller sauter. Ils pouvaient aller sauter, est-ce qu'ils allaient faire des doubles, des triples, les on-off direct. Ça doit être très dur à prédire, même pour des pilotes professionnels. Donc sans tour de reconnaissance, les pilotes 250 se sont élancés. Voilà, comment ils allaient gérer ça, c'était vraiment le but de cette finale. Et all shot hyper important dans la boue. Et c'est Max Ensti, l'anglais, sur la Firepower Honda qui réalise le all shot. Il s'est mis dans des très bonnes dispositions, attaqué par Max Voland. Vraiment direct, mais il a défendu très fort sa place. Les deux frères Lawrence également, qui ont réalisé un bon départ. Et Jet, qui perd pas de temps, voilà, qui passe direct Hampshire dans cette finale 250 pour se mettre en deuxième position. Digan, lui, le jeune Hayden Digan de chez Yamastar Racing, réalise un mauvais départ, remonte bien, mais à mi-manche, premier tiers de la finale, il attaque Hunter Lawrence, donc dans une attaque suicide dans le virage à droite, juste avant la ligne d'arrivée. Voilà, il allait pour prendre la trace de Hunter Lawrence, donc attaque très agressive, il allait pour couper la ligne dans la flaque de boue à l'intérieur. Il a couché sa moto, vraiment il a manqué de percuter Hunter de très près. Ça aurait pu être catastrophique pour les deux, parce que là les deux, c'est sûr qu'ils n'allaient pas s'en sortir. Heureusement, Digan avait trop de retard et Lawrence est passé. Est-ce que c'est une erreur de fougue? Tout simplement, je pense, de la part de Hayden Digan, erreur de jeunesse, qui, voilà, la raceline était vraiment dans le bol à l'extérieur, et lui, il a coupé tout à l'intérieur,
comme Barcia d'ailleurs, on verra plus tard dans le 450 Main Event, a coupé tout à l'intérieur et voilà, il s'en est mis une grosse. Il aurait pas eu besoin de faire ça, il fallait attendre patiemment derrière Hunter. On sait qu'il y avait bagarre pour le championnat, donc sur cette côte est, entre Digan et Hunter, parce que Hunter pouvait être directement vainqueur du championnat sur cette épreuve. Ça n'a pas été le cas, parce qu'il faut 52 points, il fallait 52 points, donc 2 courses d'avance pour que Hunter gagne, et ça termine à 49 points d'écart entre Digan et Hunter après cette course. Donc Digan qui remonte, mais vraiment attaque suicide avant la finish line et qui repère des places. Et il me semble qu'il finira autour de la 6e position. Si mes calculs sont exacts, 6e position pour Aiden Digan dans cette finale. Jet qui remonte sur NXT tout le long de la manche. On a vu que Jet il roulait vraiment vraiment bien avec son petit kawaii transparent sur le dos. Hommage aux amateurs que nous sommes quand il roule comme ça. Et ouais, Jet qui remontait sur NXT qui avait vraiment 5 à 6 secondes d'avance à mi-course. Jet qui remonte suite à plusieurs erreurs d'NXT, à 2 doigts de le doubler. Et à l'avant-dernier virage, Jet voilà, qui attaque, qui fait une erreur, qui fait patiner sa roue arrière, qui se décale sur la gauche après les whoops. Et RJ Shire qui en profite donc pour mener une attaque. Et là, comme Aiden Digan, attaque suicide d'Hampshire qui voulait bloc passer violemment Jet. Il arrivait tellement vite, il arrivait tellement sur les freins. Il a couché sa moto donc dans ce virage à droite, mais c'était impossible que les pneus raccrochent. Il était vraiment couché dans la flaque d'eau et il est allé se pulvériser contre la moto de Jet Lawrence, pardon. Donc pas de blessés. Il fait tomber Jet Lawrence et là je me suis dit non mais il va pas pourrir la soirée de Jet juste en essayant de le doubler parce qu'il sait très bien qu'il est moins rapide que Jet Hampshire. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette attaque suicide, mais encore une fois, moi je suis pour rouler agressif, oui, mais quand c'est pas les deux qui tombent, quoi. S'il y en a un qui tombe et que voilà, c'était justifié, comme on verra après dans le 450 Main Event avec Barcia contre Sexton, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que attaque suicide et que les deux tombent, c'est vraiment dommage. Et là, je me suis dit, non, il a pas pourri la soirée de Jet. Heureusement, Jet a pas calé. Il est remonté direct sur sa moto. Il perd pas de place. Jet Lawrence finit 2e de cette finale derrière Max Ensti. Et c'est son frère Hunter qui en profite. Car Max Voland passe à l'extérieur de RJ Shire qui était en train de relever sa moto. Le podium était à portée de bras pour Max Voland. Et c'est Hunter qui passe lui à l'intérieur et qui va bloc passer juste après Hampshire qui était en train d'essayer de relever sa moto, qui va bloc passer Voland pour terminer 3e. On a Max Ensti 1er, Jet Lawrence 2e, Hunter Lawrence 3e de cette épreuve. Le pauvre Max Voland, il devait avoir les boules de se faire prendre un podium à 10 mètres de l'arrivée. C'est comme ça, c'est les courses dans la boue. Il a fait peut-être le mauvais choix d'aller à l'extérieur. C'est vraiment des choix qui se prennent en une centième de seconde pour ces pilotes professionnels. Mauvais choix, c'est dommage. Mais en tout cas, énorme finale, inattendue dans la boue. Je pensais que ça allait moins bien rouler que ça, et ils nous ont prouvé le contraire. Donc vraiment, une finale très excitante. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de finale dans la boue. Donc Enzo Lopez pour compléter ce top 5. Aiden Digan, comme je l'ai déjà dit, 6e. Carson Mumford, voilà, le remplaçant sur la Kawa Pro Circuit, termine à une belle 7e place. 8e place de Cullen Park. Joe Shimoda, dommage, lui qui avait bien roulé dans sa hit, qui avait gagné sa hit contre Hunter Lawrence, termine à la 9e position après un mauvais départ. Et le vétéran Chris Blows sur la Kawa Pro Circuit, 10e. À noter aussi, il y a du monde hein, quand on regarde les classements de ce East West Showdown, c'est vrai qu'il y a tout le monde devant. Pierce Brown 11e, Levi Kitchen 12e, RJ Hampshire, même en n'arrivant pas à relever sa moto et à finir la course, termine 13e car il avait déjà mis un tour à Tom Vial. Tom Vial qui termine 14e. Jordan Smith aussi, mauvaise finale pour lui, 18e. Donc là, vraiment, le championnat qui prend vraiment une
une tournure, j'allais dire, définitive, hein, avec à l'ouest Jet Lawrence voilà, qui a presque 40 points d'avance sur RJM Shire, Enzo Lopez en troisième position de ce championnat, et à l'est, Hunter Lawrence, pareil, qui a presque 50 points d'avance sur Hayden Deegan. Max Ensti, troisième, à un point derrière Hayden Deegan. Va y avoir vraiment une grosse bagarre pour cette deuxième place au championnat. Et derrière, Smith avec Blows et Martin sont aussi serrés pour la troisième place. Les prochaines épreuves vont être très très intéressantes à décrypter. Voilà, dites-moi dans les commentaires des réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cette finale 2,5. C'était assez intéressant et encore une fois, bravo aux pilotes d'avoir performé dans la boue. On sait que c'est vraiment compliqué, même si c'était de la boue liquide, et vraiment de gérer l'accélération. On a vu d'ailleurs dans les coursives pendant l'entracte qui a duré 90 minutes, les mécanos changer de liquide de refroidissement, mettre un liquide de refroidissement qui se conserve mieux dans la boue. Ils ont certainement dû changer le filtre à air parce qu'on sait qu'en SX, ils roulent avec des filtres à air spéciaux qui sont très fins. Donc, parce qu'il n'y a pas besoin de filtrer autant qu'en outdoor, dans la terre, dans la poussière. Là, ils ont dû remettre des filtres à air plus épais, éventuellement avec des chaussettes. Ils ont dû mettre des pneus boue, spécial pour la boue. Voilà, grosse préparation des mécanos pendant ces 90 minutes pour garder une moto qui survit jusqu'au bout. La moto de Jet, d'ailleurs, vous avez pu voir, a fumé depuis le deuxième tour. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est du liquide de refroidissement qui perd, c'est la surchauffe ou c'est seulement l'eau qui va sur le pot d'échappement et qui fait de la fumée. Je pense que c'était plutôt la dernière solution parce qu'il a tenu jusqu'au bout. Grosse finale 2,5. Ça faisait longtemps et Dieu sait que ça faisait du bien à voir. On peut passer maintenant à l'analyse de la catégorie 450. Encore une fois, merci aux sponsors de soutenir le podcast Blasphème et aux motos. Allez voir sur leur site et sur leurs réseaux sociaux ce qu'ils proposent. C'est vraiment du beau boulot. All shot de Sexton dans cette catégorie 450 qui partait quand même un avantage, c'est juste au moins d'avoir vu comment se roulait le terrain dans la boue. Les 250 avaient quand même défoncé le terrain, mais c'est quand même un avantage de voir quels enchaînements ils pouvaient sauter direct. Sexton qui part devant. Bon départ également de Rogzen, de Barcia et de Tomac dans cette manche. Tomac qui avait vraiment beaucoup à perdre suite à sa chute du time practice et qui a montré que il était là, et heureusement au final que c'était une épreuve dans la boue pour cette finale, parce que si ça avait été une épreuve sur le sec, pardon, ça aurait pu être un peu catastrophique parce qu'il avait l'air quand même en petite forme avec son genou. Donc Barcia qui prend la ligne de Sexton, j'allais dire au deuxième virage de cette finale. Voilà, on sait qu'il adore prendre les lignes, il recoupe à l'intérieur encore, il empêche Sexton de doubler ce petit double avant l'aire de panotage. Rogzen passe à l'intérieur, en profite pour passer devant. Donc grosse opportunité pour Rogzen qui passe devant, qui va pouvoir garder un peu le masque propre. Et après, dans cette finale, donc Sexton redouble Barcia suite après cette action, et Barcia, après un enchaînement dans un virage à droite, prend encore la ligne de Sexton, le fait tomber. Qu'est-ce que je pense de cette action ? Si vous l'avez vu, c'est vrai que cette action était agressive, mais pour moi, j'en ai vu des 10 fois pires de la part de Barcia et de la part de beaucoup d'autres. Pour moi, c'était agressif parce que c'est vrai que la raceline, elle était encore une fois à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il y avait cette énorme flaque de boue. Barcia rentre dans la flaque de boue et va directement devant les roues de Chase Sexton. Donc il avait l'intention de faire un dépassement agressif. Sexton s'est pas assez méfié, il a freiné trop tard. Il a touché la roue arrière de Justin Barcia, qui a donc fait un drift devant lui. Il est tombé donc au ralenti, a pas calé sa moto et est reparti assez rapidement.
Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que là, dans une finale comme ça, où vraiment être devant et conserver sa vision, c'est tellement important que je comprends cette action et je comprends qu'on peut être, voilà, on peut être excité à passer devant. C'est vrai que Barcia montre depuis quelques semaines qu'il a vraiment une grosse vitesse. Il voulait passer devant, je comprends l'action de Barcia et malheureusement Sexton qui s'y attendait pas est tombé. On verra après par la suite que Barcia a fait la même sur Rogzen. Juste après ça, Jason Anderson sur la Kawa tombe dans les whoops direct. Il a sûrement calé la moto parce qu'il repart dans les derniers. Il devra remonter du fond du classement pour la 10e place finale. Encore une mauvaise prestation d'Anderson qui, après sa superbe saison dernière, montre une saison voilà, très difficile. On sait que maintenant au championnat, il est loin, il est 6e à 90 points de la lead. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment petite saison de la part de Jason Anderson, lui qui est en fin de contrat cette année. On va voir où il va atterrir l'an prochain. Barcia, comme j'ai dit, qui double Rogzen au même endroit qu'il a doublé Sexton. Rogzen manque de tomber, il s'y attendait un peu plus que Sexton. On voit qu'il sort ses roues de l'ornière. Il sort un tout petit peu de la piste, ça devait coller. Là, on sait que dès qu'on sort de la piste dans des conditions boueuses comme ça, c'est assez difficile de la rejoindre. Et donc, Rogzen ne tombe pas, il rejoint la piste. Il est maintenant à la 2e position. Mais le problème, c'est que Ken Rogzen va se mettre un cours de l'espace sur le saut d'arrivée. Et en fait, alors on connaît la technique, hein, je l'avais déjà dit sur un épisode précédent, de mettre des serviettes hygiéniques voilà, pour les règles des femmes sur la mousse supérieure du masque pour éviter, voilà, pour absorber la transpiration et pour pas que la transpiration coule sur le masque en fait. Et c'est vrai que là, même avec une serviette hygiénique, le fait qu'il se mette un cours, ça a fait tomber toute sa transpiration sur l'écran. Il y voyait plus rien. Il a même dit après la course que c'était encore pire que s'il avait de la boue sur l'écran. Il a dû jeter le masque voilà, aux 2 tiers de la course. Et là, ça a été un peu la descente dans le classement pour Rogzen. Voilà, dans la boue, c'est vraiment compliqué de voir quelque chose quand on n'a pas de masque. On a vu d'ailleurs à l'ancienne, hein, enfin à l'ancienne, il y a quelques années, si vous vous souvenez, en outdoor Ferrandis, mettre 2 masques l'un sur l'autre, un masque normal en dessous avec plein de tear-off et un roll-off et un masque par-dessus sans les mousses. Donc un masque avec lesquels il arrache les mousses qui va lui durer les 2-3 premiers tours de la course et qui après va jeter. Voilà, plein de techniques pour rouler dans la boue, les visières rallongées devant avec un vieux écran de masque avec du scotch, voilà. Toutes les techniques, j'espère que j'aurais pas utilisé ces techniques cette saison sur le championnat Rhône-Alpes. Voilà, à vous de suivre les épisodes Race Day pour savoir un peu ce qui va se passer. Donc Rogzen perd son masque et donc là il perd vraiment du temps et donc Tomac au bout d'un moment le double pour la 2e position et Rogzen qui va tenir le cap quand même à la 3e place et va contenir Sexton qui termine lui 4e. Rogzen qui fait une erreur dans les whoops et qui se fait donc doubler par Tomac et qui manque de caler. Et là, je me suis dit, mais si il cale, il pourra jamais redémarrer la Suzuki avec le kick. On sait que voilà, c'est ces moteurs d'usine qui ont une très haute compression et de plus, quand les moteurs chauffent comme ça dans la boue, on sait que même en mettant le point mort, en kickant, c'est un enfer à démarrer. Il aurait perdu tellement de temps, à mon avis, il aurait perdu des places. Je me suis dit, là, s'il cale et qu'il doit kicker, c'est la fin de Rogzen et de sa suce. Mais il a pas calé, il a gardé l'embrayage, même en tombant dans les whoops. Voilà, il se fait doubler par Tomac, mais il réussit à finir la manche à la 3e position, ce qui est beau pour sa part. La Suzuki, d'ailleurs, de Rogzen, qui est montée en haut de l'Empire State Building, hein, il me semble, à New York, pour des photos voilà, sur les réseaux sociaux. C'était assez marrant de voir ça. Chase Sexton, donc, qui après sa chute en début de course, termine 4e. Cooper Webb qui perd quelques points sur Tomac, encore une fois, qui termine 5e. Il est maintenant à 11 points derrière Tomac, à 3 épreuves de la fin. Ça va être chaud. Voilà, suivez ça sur les podcasts, ça va être assez intéressant de décrypter cette fin de championnat. Ça va être vraiment haletant et plein de surprises.
Et 11 points à 3 épreuves. Bon, voilà, il y a un peu de marge pour Tomac, mais ça va être quand même serré. Très très belle 6e place de Shane McElrath. Voilà, il me semble que c'est une de ses meilleures places voilà, cet hiver sur le SXUS. Donc grosse manche de Shane McElrath et aussi grosse manche de Kevin Morenz. Voilà, le pilote, on va dire, quasiment privé sur sa KTM, qui réalise une belle 7e place. Benny Bloss, longtemps 4e, qui termine 8e. Justin Hill, 9e. 10e Dean Wilson. Voilà, donc c'est vrai que ces courses dans la boue, des fois, il faut être très très opportuniste dans ces courses boueuses. Et là, on voit qu'il y a des pilotes privés qui ont réalisé de très très bonnes places. Frédéric Noren à la 11e position. J'avais mis sur PulpMX sur les pronostics. Voilà, j'avais mis Frédéric Noren et j'ai eu raison de pas me tromper. Je me suis pas trompé, il avait un gros handicap, il finit à la 11e place, j'ai marqué des points. Par contre, là où j'ai pas marqué des points, c'est sur les pronos RM Fantasy, sur la team de pronostics MM85. Rejoignez-nous, la team de pronostics à Cédric Soubeyras. Voilà, j'ai perdu des points, et encore une fois, j'avais mis Tomac plus loin, il a fait 2. J'avais mis Grant Harlan à la 14e position, parce qu'il y a tout le temps une position en dehors du top 10 qu'on peut choisir. Il a terminé 15e, j'étais à une place près, enfin, comme d'habitude. Les pronos et moi, ça marche pas, je sais pas ce qui se passe. C'est toujours chiant. Et aussi, comme je dis à chaque épisode depuis longtemps, je suis en train de bosser dessus. Le site internet, lecrossman.fr, va arriver. Et quand je parle de pronostics, ça peut avoir un lien avec le site. Ça arrivera au début de l'outdoor. Là aussi, j'aurai l'occasion de faire un épisode spécial sur le site internet. Grosse nouveauté, à mon avis, plein de trucs à faire. Voilà, ça va être un site complètement nouveau, un site de cross français dont vous n'avez pas l'habitude de voir. Je bosse vraiment beaucoup dessus, ça va me prendre du temps, mais je compte y arriver. Je fais ça tout seul et c'est plutôt dur, hein, des fois avec le travail. Allez, on finit. Voilà, on a parlé, on a décortiqué, voilà, le 250 main event et le 450 main event. Maintenant, les rubriques pour finir le podcast comme d'habitude avec l'homme du jour qui pour moi est évidemment Barcia, opportuniste dans la boue. Barcia qui monte en puissance chaque semaine et qui montre qui progresse sur la GasGas, lui qui a signé maintenant un contrat de 2 ans avec GasGas, qui renouvelle son contrat. Opportuniste sur cette épreuve. Très belle performance de Barcia. Et Tomac aussi, qui peut être l'homme du jour parce qu'après la chute qu'il a pris aux essais chrono, il monte quand même sur la 2e marche du podium, il prend des points à Webb et Sexton et il montre qu'il va pouvoir gagner éventuellement ce championnat 450. La déception du jour, j'ai mis Cooper Webb qui se prend quand même un tour par le leader et qui perd des points, qui perd 5 points sur Eli Tomac avec sa 5e place. Vraiment dommage de la part de Cooper Webb. Pourtant, lui, il est bon dans la boue, hein, mais de ne pas réussir, et surtout de se prendre un tour, de ne pas réussir à rouler là-dedans, va vraiment falloir qu'il gagne les prochaines épreuves et espérer que Tomac fasse moins bien pour pouvoir remonter et éventuellement battre Tomac au championnat. La chute du jour, alors il y en a eu, hein, j'aurais pu mettre celle de Tomac, j'ai mis celle de Plessinger, là, le seat bounce à haute vitesse, vraiment, qui devait faire très 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 mal. J'espère que ça va aller pour Aaron Plessinger qui va être en forme éventuellement pour les prochaines épreuves et surtout pour l'outdoor. Mais la chute du jour la plus drôle, j'ai quand même mis M. Shire, hein, qui se couche dans la flaque d'eau en mode wakeboard en essayant d'aller bloc passer Jet Lawrence, couvert de boue, plein de boue, il n'arrive pas à redémarrer la moto. La défaite, voilà, la chute, disons, sans conséquence, la plus drôle du jour pour RJ M. Shire. Le lead kit, alors là, le lead kit dans la boue, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Les pilotes, ils ressemblaient tous à rien, ils étaient tous marrons à la fin de la course, et j'ai quand même mis Jet Lawrence avec son petit kawaii transparent, sexy dans ce petit kawaii, ça devait bien transpirer, ça devait pas respirer. Lead kit pour Jet Lawrence sur cette épreuve de New York. C'est la fin de ce podcast après course sur le SX de New York.
On s'est vraiment régalé à regarder cette épreuve, comme je l'ai déjà dit, 35 minutes de podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas surtout en parler autour de vous. C'est sympa d'écouter ces podcasts, voilà, quand vous êtes en voiture, quand vous allez à la salle, quand vous faites de la mécanique, dans votre garage, n'importe où. Likez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Merci aux sponsors Blasphème et aux motos de soutenir ce podcast. Encore une fois, beaucoup de plaisir à enregistrer tout ça. Il y a des invités qui arrivent, il y a des épisodes inédits, il y aura des épisodes Race Day à suivre, des épisodes de test. Voilà, j'essaye de caler le programme sur les prochaines semaines où le travail va s'alléger pour moi. Ça va être assez intéressant de reprendre à fond ce projet, le Crossman, le site, comme je l'ai dit, le site toujours en construction qui va arriver pour le début de l'Outdoor US. Merci à tous. Prochain épisode pour un résumé de course sur l'élite de Vesoul. J'espère que ça va vous plaire.